Depuis plus d'un mois, la machine de guerre sioniste et ses alliés occidentaux ont lâché leur haine sur le peuple palestinien. Un peuple qui marche vers la libération avec son cercueil sur l'épaule et dans ses mains une branche d'olivier, comme écrit par le poète de la résistance palestinienne Mahmoud Darwish. Mais une donne est venue perturber le plan macabre de l'entité sioniste et de ses alliés qui se donnent sans la moindre pitié et dans l'impunité totale à une épuration ethnique depuis 75 ans. La mobilisation populaire de Paris à Londres en passant par Bruxelles à Rome et aux côtés des capitales arabes et des villes du tiers-monde, l'opinion publique occidentale a posé son droit de veto et refuse de se faire complice du martyre d'un peuple. Et le peuple américain n'est pas en reste sur l'ensemble du territoire de son pays. Il veut écrire une nouvelle partie de son histoire populaire et affirme comme Howard Zinn dans son livre du même titre « Aucun drapeau n'est assez grand pour couvrir la honte de tuer des innocents dans un but inaccessible ». Madame, Monsieur, bonsoir. Pour ce nouveau numéro de l'Échiquier international, je vous propose un zoom sur le bras de fer qui oppose l'opinion publique américaine et la Maison-Blanche. Un bras de fer qui s'invite déjà à la prochaine course à la Maison-Blanche. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose ce sujet signé Khadim Batash. Les États-Unis croient en un certain nombre de principes. Pas de déplacement forcé des Palestiniens de la bande de Gaza, ni maintenant, ni après la guerre. Pas d'utilisation de Gaza comme une plateforme pour le terrorisme ou d'autres actes de violence. Pas d'occupation de Gaza après le conflit. Pas de tentative d'encerclement pour Gaza ou de réduction de son territoire. La déclaration du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à l'issue du sommet du G7 à Tokyo en a surpris plus d'un. Washington recule-t-elle face à la pression internationale et populaire? Un vent qui souffle fort depuis plusieurs semaines en direction de Gaza pour dire stop au génocide pratiqué par l'entité sioniste depuis le 7 octobre dernier. Le département américain semble depuis quelques jours pris dans l'étau d'une équation plutôt insoluble à laquelle fait face l'administration américaine dans son soutien inconditionnel et affiché à son allié sioniste. Les messages qui vont de Washington vers Tel Aviv changent de ton. Le Premier ministre Netanyahou a parlé d'une période indéterminée pendant laquelle il serait sur le terrain. Je pense qu'il faisait référence à l'idée, au fait que lendemain d'un conflit, il est certainement plausible que pendant un certain temps, les forces de défense israéliennes, nous allons toujours être à Gaza pour gérer les conséquences immédiates et la situation sécuritaire. Mais que rien n'a changé dans notre point de vue, que cela ne devrait pas être la solution à long terme, qu'il ne devrait pas s'agir d'une réoccupation de Gaza par Tzahal comme une solution de gouvernance à long terme. Au risque de déplaire à la machine de guerre sioniste, la position américaine concernant des trêves humanitaires à Gaza, à défaut d'un cessez-le-feu, victime du veto US au Conseil de sécurité, la Maison-Blanche a annoncé aujourd'hui que des pauses humanitaires d'une durée de 4 heures vont entrer en vigueur durant 3 jours. Rétropédalage ou repositionnement tactique de la part de Washington, rien ne semble aujourd'hui s'opposer à la thèse d'un fléchissement dans la politique de soutien américain à l'entité sioniste. Même si le président américain Joe Biden a déclaré jeudi qu'il n'y a pour le moment aucune chance pour qu'un cessez-le-feu voie le jour à Gaza, plusieurs paramètres pèsent désormais sur le centre de décision aux États-Unis. Dans les rues des principales villes ont connu un déferlement populaire pour le soutien au peuple de Gaza et en faveur de l'arrêt immédiat des hostilités. Autre carte qui semble échapper aux mains de l'administration Biden et à tout l'establishment américain, celle de l'élection présidentielle de 2024. Une arme à double tranchant à manier avec précaution ce qui concerne Biden. Le président américain est en bas dans les sondages. De leur côté, ses adversaires pour le bureau ovale en 2024 font dans la surenchère au sujet du soutien à Israël en risquant à leur tour d'en payer le prix fort dans les urnes. Mais d'aucuns diront qu'importe le prix à payer pour les Palestiniens, républicains et démocrates ne se risqueront pas à froisser le lobby sioniste aux États-Unis et à sa tête l'American Israeli Public Affairs Committee, plus connu sous le nom de l'EPAC, un puissant allié pour quiconque convoitant le fauteuil du bureau ovale. Madame, Monsieur, ce soir j'ai le plaisir d'être accompagné de Youssef Bousmah, militant antisioniste. Bonsoir Youssef. Bonsoir.
Et de Omar Bonsoir à Ben vous. Barti. Merci de votre invitation. Et de Omar Ben Barti, analyste politique. Bonsoir Omar. Merci messieurs de nous avoir rejoints. Merci à vous. Bonsoir. Alors, je commence avec vous, Monsieur Omar Ben Barti. L'info est tombée il y a à peu près 2 heures. D'après la Maison-Blanche, l'entité sioniste accepte des trêves quotidiennes de 4 heures des bombardements. À chaud, quel commentaire faites-vous de cette information? À chaud, je dirais tout d'abord que je me méfie énormément du double langage que tiennent aussi bien les Américains, les États-Unis d'Amérique, que les sionistes. C'est qui est destiné à de la consommation pour leurs opinions. J'ai entendu tout à l'heure le ministre sioniste de la Défense qui déclarait qu'il n'était pas question de trêve, qu'il n'était pas question de faire des couloirs humanitaires et qu'ils allaient combattre jusqu'à la victoire. Il n'arrête pas de répéter ce mot. Donc les déclarations d'Anthony Blinken ou celles de Joe Biden, etc., moi je considère qu'aujourd'hui les masques sont tombés et qu'il faut se méfier lourdement des doubles langages que tiennent ces entités, que ce soit les États-Unis ou l'entité sioniste. Il n'y a pas lieu de leur accorder du crédit parce qu'eux-mêmes ne fonctionnent qu'à partir de la politique du bâton. Ils n'ont pas d'autre politique que celle du bâton. Et toute l'histoire des États-Unis d'Amérique, c'est une histoire de bâton. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de droit de l'homme, de cour pénale internationale ou de droit international. Tout ça, c'est du pipeau. Très bien, je viens vers vous, Youssef Bousmah, et on va parler de la mobilisation populaire qu'a connue l'Amérique en faveur de la Palestine. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette mobilisation est sans précédent, alors que les politiques américaines, justement, ont tout fait pour créer un genre d'américanocentrisme et l'occuper avec la surconsommation? Qu'en pensez-vous? Écoutez, tout d'abord, juste une petite réflexion sur la question précédente. Oui, je partage tout à fait l'opinion de notre ami Omar. J'ai coutume de dire, lorsqu'il s'agit d'Israël, alors on pourrait qualifier, comme ça a été fait par certains, Israël, l'État massacre. C'était le titre d'un livre de Ilan Halevi, un militant juif antisioniste. Mais c'est vrai que l'expression l'État menteur lui convient parfaitement. C'est un État menteur, puisque c'est un État qui, depuis le début du XXe siècle, avait même réussi à faire croire que cette terre était vide. Donc, effectivement, je ne crois pas une seule seconde à cette histoire de trêve humanitaire. La preuve, c'est qu'Israël avait proposé à des gens d'aller se réfugier au sud, dans la zone sud, et on sait que 49% des victimes l'ont été précisément dans la zone sud, dans ces prétendus espaces de sécurité. Voilà. Sinon, je reviens à votre question. Oui, on a une mobilisation qui est quand même assez importante aux États-Unis, très importante. Même si malheureusement, je ne suis pas sûr que pour l'instant, cela puisse faire fléchir l'establishment américain. Mais c'est vrai qu'on a une mobilisation qui est quand même sans précédent, je crois, depuis des années. Je ne sais pas si... cette mobilisation n'a pas encore l'intensité de celle de la guerre du Vietnam, évidemment, des années 70. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait que c'est du côté de la jeunesse que tout se passe. C'est du côté de la jeunesse juive également, ça c'est la bonne nouvelle. Il y a toute une jeunesse juive aux États-Unis qui est absolument totalement opposée à la politique sioniste et à l'entité. Ils font des choses absolument spectaculaires, on l'a vu. Mais donc évidemment, c'est la question des élections qui est en cause. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que la pression devra être encore plus forte pour que sur le terrain, cette pression puisse donner des résultats. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose de très très positif. Et je pense que pour les Palestiniens également, c'est positif de savoir que, entre autres aux États-Unis, au cœur de la bête, il y a quand même ces réactions. Youssef Bousmah, vous avez parlé de la jeunesse. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un conflit générationnel aux États-Unis où les politiques archaïques de la Maison-Blanche déplaisent à cette jeunesse qui rêve peut-être d'autre chose? Oui, tout à fait. Je pense que, et d'ailleurs pas qu'aux États-Unis, je le vois également en France. En France, vraiment, et quelle que soit l'origine, massivement la jeunesse est pour la Palestine. Que ce soit la jeunesse, on va dire, du corps traditionnel de la nation, comme avait dit un certain ministre, ou la jeunesse issue de l'immigration post-coloniale, comme nous, il y a vraiment un très très fort sentiment d'empathie avec le peuple palestinien, dans les quartiers populaires surtout, mais pas uniquement. Et c'est vrai qu'on a un conflit générationnel aux États-Unis qui est indéniable, et
Ça ne veut pas dire que les anciens sont totalement différents. Non, on le voit d'ailleurs au niveau des images. Mais c'est vrai que c'est surtout la jeunesse qui est mobilisée. Il y a effectivement un conflit et ça inquiète beaucoup les États-Unis, ce qui explique les déclarations de Blinken. Très bien, Monsieur Omar Benbarti, que se passe-t-il à la Maison-Blanche? Les contradictions entre les déclarations de Blinken ou de Biden, la démission de nombreux cadres d'État et quant à un éventuel cessez-le-feu à Gaza, mais aussi l'expansion de l'entité sioniste dans la bande de Gaza, partage l'opinion politique américaine. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la Maison-Blanche? Actuellement, au niveau de la Maison-Blanche, les préoccupations premières ne sont pas du tout celles de penser à nos pauvres amis palestiniens. Leur préoccupation première, c'est la campagne électorale de la présidentielle de l'année prochaine. Donc, le deep state, l'État profond qui agit au niveau des États-Unis, a une autre vision de ce que nous ressentons. Sa vision, c'est de mettre au pas l'ensemble du Moyen-Orient, de sorte que les autres puissances qui sont pour elle, pour cet État profond et pour ses forces, les ennemis pour eux, ce sont la Chine et la Russie. Donc, ce qu'ils font actuellement en essayant d'éradiquer et de détruire un peuple qui est le seul peuple qui leur résiste, il faut bien le rappeler, ce ne sont pas des Qataris, ce ne sont pas des Saoudiens, ce ne sont pas des Émiratis, ce sont des Palestiniens. Et ils leur résistent, mais ceux-là, ils veulent mettre au pas l'ensemble de la région, de sorte que les conflits qui se préparent à avoir au niveau de l'acheminement du pétrole, de l'énergie, etc., que ce soit dans l'axe Moscou, Téhéran, Pékin et New Delhi, c'est ça qui les préoccupe. Donc, il ne faut pas leur prêter des réflexions ou des pensées pour la souffrance. Nous souffrons de ce que nous voyons. Mais un garçon comme ce monsieur Anthony Blinken, il n'en a strictement rien à cirer de savoir qu'il y a des millions de Palestiniens qui sont en train de souffrir de ce qui leur arrive. Et lui, ce qui lui importe, c'est de mettre au pas l'ensemble des États qui sont là-bas afin que l'axe Téhéran-Moscou ne fonctionne pas. C'est là l'objet de la manœuvre. Monsieur Benbarti, on remarque ces derniers temps à l'ONU, notamment je fais référence notamment lors du vote contre le lever du blocus à Cuba, ou encore concernant la question palestinienne, des votes au sein de l'ONU, l'opinion publique et l'opinion internationale. On a l'impression que la diplomatie américaine s'isole de plus en plus, allant même jusqu'à demander par exemple l'aide de la Chine concernant le conflit en Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la diplomatie américaine est en train de s'isoler bien plus que jamais durant ces dernières 75 années? Ça, c'est certain. Les États-Unis sont un empire décadent, mais ça reste un empire qui a une puissance monétaire, une puissance financière, une puissance militaire importante. Et il connaît ses véritables enjeux et les véritables ennemis, ce qu'il appelle lui des ennemis, et qui sont ceux qui peuvent lui disputer la prédominance mondiale, l'hégémonie qui est la sienne. Donc, ce ne sont pas les États de la région MENA, Middle East, North Africa, ce ne sont pas ces États-là qui le menacent. Ce qui le menace, ce sont la Chine et la Russie. Mais ils savent pertinemment qu'ils sont en train de perdre du terrain. Et de cette manière, ils l'ont perdu en Ukraine, ils ont tout fait. Je vous rappelle que l'Ukraine, la Russie a subi 17 000 sanctions économiques. 17 000 sanctions économiques, et ils pensaient que la Russie allait se mettre à genoux, ce qui ne s'est pas produit. Ils perdent les pieds en Ukraine, ils vont perdre les pieds au Moyen-Orient, parce qu'il y a des pays comme la Syrie qui sont restés encore debout malgré les efforts de destruction qui l'ont touché. Il y a la Turquie qui leur échappe. Il y a l'Iran qui reste ferme sur ses positions, et il y a ces Palestiniens, mais eux, le prétexte des Palestiniens, cette chair à canon qu'ils sont en train d'utiliser, c'est pour donner la démonstration qu'ils restent les maîtres du jeu. Mais pas à nous, pas aux États de cette région-là, à la Chine et à la Russie. Alors que la Chine maintenant tiennent un langage, mais la Chine a l'habitude, c'est une vieille civilisation, c'est elle qui a arrangé entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Il ne faut pas perdre de vue cette situation. Et donc, la diplomatie américaine, effectivement, comme vous le dites, Tinhinan, la diplomatie américaine a perdu beaucoup de terrain sur ce registre-là.
Très bien, je viens vers vous, Youssef Bousmah. La fin, et vous avez commencé à parler, les deux invités, vous avez commencé à parler de ce point. Vers la fin de l'année 2024, les Américains seront appelés aux urnes. Est-ce qu'on peut déjà dire que le génocide de Gaza sera le facteur X de cette élection, l'invité surprise? Non, je ne pense pas encore. Alors, à moins qu'effectivement, parce que nous ne sommes malgré tout qu'au début de la crise. Alors, c'est une crise qui est terrible, qui se chiffre de façon extrêmement cruelle en nombre de morts pour les Palestiniens, mais nous sommes qu'au début de la crise. On sait très bien que d'autres acteurs régionaux peuvent intervenir, que cette crise peut vraiment très rapidement dégénérer au niveau du Moyen-Orient. Il y a d'autres forces, des forces qui ne laisseront certainement pas écraser le peuple palestinien. Actuellement, il y a plus de 40 attaques contre les bases américaines en Syrie, et ces attaques proviennent aussi bien du côté de la Syrie que du côté de l'Irak. Les champs pétrolifères syriens que les Américains occupent dans l'est de la Syrie, à l'est d'Al-Zor, c'est une région que je connais assez bien, eh bien sont pris sous le feu d'attaquants. On l'a vu au Liban Sud avec Hezbollah qui attaque également. Tous les jours, il y a des victimes. Voilà, les choses peuvent parfaitement s'embraser. Nous sommes qu'au début de la crise. Alors, si effectivement la crise dégénérait, eh bien, ce serait un facteur déterminant pour ces élections. En l'état actuel, pas encore, je ne pense pas. Mais encore une fois, les Américains sont un petit peu présomptueux. Et c'est vrai que cette démonstration de force qu'ils font, parce que c'est une démonstration de force, n'oublions pas qu'il y a des conseillers américains qui sont directement au sol aux côtés de l'armée d'Israël, l'entité sioniste, eh bien, ils sont directement impliqués. On a le porte-avions nucléaire, le sous-marin nucléaire qui sont du côté, alors le porte-avions qui est du côté de Nakoula au sud du Liban, avec des menaces qui ont été exprimées l'autre jour par Hezbollah pour éventuellement tenir en respect ce porte-avions, puisque Hezbollah dispose de missiles terre-mer. Donc voilà, nous sommes qu'au début d'une crise. Si la crise s'approfondissait, c'est évident qu'elle serait un facteur déterminant dans cette élection, d'où la difficulté de Joe Biden, parce qu'effectivement, ils aimeraient en finir rapidement. Mais évidemment, de ce point de vue, ils ne sont pas complètement les maîtres du jeu. Très bien, Monsieur Omar Benbarti, on voit déjà que les démocrates comme les républicains ont commencé leur campagne, même si le rendez-vous électoral est à la fin de l'année 2024. Cela dit, on a l'impression que le message n'est pas adressé au corps électoral américain, mais cette opération séduction s'adresse vers une autre entité ou d'autres acteurs des élections américaines. Mais qui sont justement ces acteurs concernés par cette surenchère quant au génocide que subit le peuple palestinien à Gaza en ce moment même? Vous savez, l'argent achète beaucoup de choses et la société américaine est une société qui est fondée sur l'argent. Donc, moi, je suis d'avis que, comme l'a dit notre correspondant, notre ami, je suis d'avis que les opinions ont un rôle à jouer. Mais ils ont tiré les leçons de la guerre du Vietnam dans les années 70. Lorsque la jeunesse américaine s'est opposée au bombardement des Vietnamiens. Et donc, à partir de ce moment-là, les préoccupations, que ce soit les républicains ou les démocrates, ce sera les préoccupations, certes, des élections à venir, mais ce qui leur importe le plus, c'est qu'ils ont cassé l'Europe, ça c'est déjà acquis. Il leur reste à casser deux puissants adversaires qui sont la Chine et la Russie. Ils n'ont pas réussi avec la Russie, ils ne réussiront pas avec la Chine. Et maintenant, le conflit, comme disait notre ami tout à l'heure, il va aller, nous ne sommes qu'au début, la crise, elle va se déplacer en Afrique. N'oublions pas qu'il y a des bases américaines en Afrique, il y en a au Maroc, il y a des bases israéliennes au Togo, il y en a dans beaucoup de pays africains, et des bases américaines, là-bas au Moyen-Orient, le Qatar en est plein. L'Arabie Saoudite en est pleine. Donc à partir de ce moment-là, le bras de fer... Monsieur Benbarti, pourquoi est-ce que vous pensez que la crise va se déplacer en Afrique? Parce que les intérêts sont maintenant sur le continent africain. Les ressources ces pays ne se sont enrichis et ne sont devenus puissants que parce qu'ils ont pillé pendant des siècles le continent africain. Vous le savez aussi bien que moi. L'uranium, la bauxite, le lithium, etc. Le pétrole et le gaz se trouvent en Afrique. Le golfe de Guinée regorge de richesses. Et ce qui se passe actuellement, il y a un déplacement d'intérêt, mais on n'en parle pas dans les médias, bien entendu, parce que le jeu va se jouer sur l'Afrique. Et les Israéliens sont présents en Afrique. Il ne faut pas se faire d'illusions. La preuve, nous en avons à côté, nous ici en Algérie.
Très bien. Monsieur Youssef Bousmah, vous avez fait tout à l'heure un parallèle entre la crise, enfin le génocide de Gaza aujourd'hui et la guerre au Vietnam et le bras de fer entre Nixon et Kennedy. Est-ce qu'on peut envisager un bras de fer de ce genre à la lumière de ce qui se passe actuellement? Non, malheureusement, parce qu'il y a quand même un consensus de la classe politique américaine actuellement. Les challengers comme Trump, etc., ou d'autres, je vois très mal faire s'opposer de ce point de vue, il y a un unanimisme. Hein. Et donc, du coup, non, je ne pense pas qu'on puisse assister. Alors, maintenant, ça dépend, parce que la crise s'accroissant, elle peut poser des questions, cette crise, elle peut amener à des interrogations. Effectivement, dans la gestion de cette crise, il peut y avoir des différends. Pas de différents au niveau du soutien à Israël inconditionnel, mais dans la gestion de la crise, parce que les Américains ont des alliés dans la région, et évidemment cette crise va remettre en question aussi les alliances américaines. Aujourd'hui, j'ai coutume de dire que ce n'est pas Gaza qui est assiégé, mais c'est Gaza qui assiège le monde d'une certaine façon. Ce petit territoire de 45 kilomètres sur 5 ou 6, finalement a une importance géostratégique considérable et va provoquer des bouleversements chez les alliés. Alors c'est évident que de ce point de vue, peut-être qu'il y aura des désaccords sur la façon de gérer la crise, peut-être qu'à un moment ou à un autre, on estimera que le jeu a assez duré. C'est à ce niveau. Pas au niveau de la question générale du soutien à Israël. Hein, voilà. Donc, wait and see, comme on dit, il y a encore beaucoup d'interrogations. Mais ce qui est certain, et là je rejoins tout à fait notre ami Omar, c'est que les États-Unis, on voit bien que c'est le côté très cruel de cette guerre, c'est qu'on voit bien que Biden essaye de gagner au Moyen-Orient ce qu'il a perdu en Europe. Effectivement, il a échoué dans cette guerre de toute évidence. Les Ukrainiens eux-mêmes reconnaissent que leur contre-offensive a fait pchit. Donc, il essaye de compenser cela en montrant ses muscles sur le dos du peuple. Est-ce que, Monsieur Bousmah, est-ce qu'on peut dire, comme du temps de George Bush, la politique extérieure sera l'enjeu crucial de cette élection présidentielle en vue de l'échiquier international, justement? Alors, d'une certaine façon, oui, parce que finalement, toutes ces guerres, ça coûte cher. Les États-Unis, évidemment, pour eux, ils l'ont dit l'autre jour, c'est un placement. En Ukraine, c'était un placement. Mais c'est évident que les 100 milliards, les plus de 100 milliards de dollars que Biden est en train de débourser actuellement à la fois pour Israël, pour Taïwan et pour l'Ukraine, mais c'est évident qu'il y aura aussi une rallonge. On le voit bien même au niveau d'Israël, l'économie israélienne est en stand-by actuellement. Il paraît que 2 entreprises sur 3 sont quasiment à l'arrêt. Il y a énormément de frais. Ce sont les Américains qui vont passer à la caisse. Donc, c'est évident que cette politique étrangère, notamment par les coûts qu'elle entraîne, va quand même être déterminante. On ne sait pas encore de quelle façon, mais elle va compter. Ce qui, bien sûr, nous engage à poursuivre ce grand mouvement de solidarité avec le peuple palestinien. Très bien. Monsieur Omar Bombarté, vous avez 30 secondes pour la même question. Je ne sais pas si la politique extérieure est importante pour le peuple américain. Les Américains sont très centrés sur eux-mêmes et ils vont surtout réfléchir aux répercussions que vient de développer notre ami, des répercussions de ces guerres en Ukraine et en Israël sur leur mode de vie à eux. Donc Joe Biden, de ce point de vue-là, il est complètement déclassé parce qu'il a fait la démonstration de sa faillite économique. Maintenant, les Américains ont gagné beaucoup d'argent avec la guerre en Ukraine, ils ont gagné beaucoup d'argent en exploitant l'Europe et ils espèrent en gagner encore plus en exploitant l'Afrique. Parfait. Merci Omar Bombarté de m'avoir accompagné. Merci Youssef Bousmah de m'avoir accompagné également. Madame, Monsieur, c'est la fin de cet échiquier international. L'info continue sur Al24 News. Excellente suite des programmes.